Bonjour, 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 bonsoir, bienvenue dans notre espace de psychanalyse pour tous, notre rendez-vous du mardi à 21 h. Donc nous y sommes dans notre rendez-vous à 21 h. Bon. Alors Marie-Laure, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Alors, nous sommes contents de nous retrouver donc dans cet espace. Sonia, bonsoir. Natcha, bonsoir. Donc, Cécile, bonsoir. Donc, je rappelle pour ceux qui découvrent Marlène, Stéphanie, qui découvrent Brahim, bonsoir. Ces vidéos sur Sonia, Latifa, ces vidéos sur YouTube. Vous savez que nous avons un direct sur Facebook, Véronique, Antonietta, bonsoir, Olivier, bonsoir, Céline, bonsoir. Nous avons donc un direct sur Facebook. Le direct, c'est sur Facebook et ensuite, ce direct passe sur YouTube. Mounir, Patricia, bonsoir. Comment allez-vous? Donc, une chose, je vous rappelle donc que vous pouvez aussi nous retrouver, Anne-Sophie, Sonia. Vous pouvez nous retrouver sur Telegram, Psychanalyse et Poésie, sur Instagram, Simona, bonsoir, Martine, bonsoir, sur Instagram, au nom de Lonis Clémence, sur LinkedIn, Monique, Néléa, Cindy, bonsoir, bonsoir à tous, Brahim, et Michel, bonsoir, Tifa, Arnaud, bonsoir. Bon. Donc, nous sommes le 21... Serge, bonsoir. Nous sommes le 21 mars. Et j'espère exactement, ne vous précipitez pas comme ça. Sonia, Nadia, bonsoir. Et Noureddine, bonsoir. Féti, bonsoir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Donc, vous savez que Florence, bonsoir. Heureuse d'assister enfin ce direct. J'ai malheureusement loupé les derniers. Merci encore pour ce live. Bah, ça y est, vous êtes là. J'espère que aujourd'hui va être intéressant. Nathalie, bonsoir. Et donc, nous nous retrouvons. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir nous intéresser à quelque chose qui nous intéresse tous. Hakim, Mérienne, Sarabia, bonsoir. Non, ce sont des informations que la psychanalyse nous touche tous. Nous touche tous, quel que soit le sujet que nous allons aborder, nous sommes toujours touchés à chaque fois par tous les sujets que nous abordons, par le sujet d'aujourd'hui aussi. Morena, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous sommes proposés de faire une approche au sujet le nom du Père. Alors, rappelez qu'il ne s'agit pas de cours, non, c'est un direct. Il ne s'agit pas de cours de psychanalyse. Les cours de psychanalyse en français dans l'école de psychanalyse Gulpo Cello ont lieu actuellement le dimanche à 17 h. Et pour ceux qui ne peuvent pas assister, les cours ont lieu, Bénice, bonsoir. Je vous envoie le lien et que vous pouvez le regarder donc en différé, comme on dit. Maya, donc c'est simplement ce qu'on fait ici, c'est une certaine approche. Disons que c'est une approche pour qu'on puisse se rendre compte de ces points qui sont si importants et sont si difficiles à renoncer. Parce que le premier point de la psychanalyse, bonsoir Carlos, le premier point de la psychanalyse qui est si important, c'est ce que la psychanalyse nous montre, c'est-à-dire que en fait, depuis la répression primordiale, depuis le tout début de notre constitution, et tout ce qui apparaît dans la conscience, c'est une déformation de notre vérité. C'est une déformation, c'est-à-dire que ce que l'on voit dans la conscience, c'est toujours quelque chose qui a été déformé par quoi? Par le travail de notre appareil psychique. Ça, c'est quelque chose de très important dans le sens où nous sommes toujours quelque part déplacés. Nous ne savons jamais vraiment pourquoi nous faisons les choses, pourquoi nous ne les faisons pas, pourquoi il y a ceci qui nous arrive, pourquoi il y a cela qui nous arrive. Nous ne pouvons pas répondre à ces questions. Donc, ces questions, à la rigueur, on peut se les faire ou essayer d'en parler dans une séance de psychanalyse, mais hors de ça,
ça n'a pas de... ce sont des illusions, des élucubrations. Donc, c'est-à-dire que dans ces directs, le but un petit peu de ces directs, c'est de pouvoir nous rendre compte du fait que, en fait, comme disait Freud déjà, que nous ne sommes pas maîtres chez nous, et non seulement nous ne sommes pas maîtres chez nous, sinon que, en plus, on va dire que nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Nous ne sommes pas... et qu'à chaque fois que nous voulons essayer d'être maître de notre vie, de décider, de faire ce qu'on a décidé, de ne pas se laisser troubler par rien, ben, ça, c'est des choses qui vont rendre plus difficile notre vie. En fait, ça va faire obstacle. Dans le sens où notre vie, elle fait partie d'un ensemble d'autres éléments qui interviennent. Donc notre psychique, notre psychisme, ce qui est ici dans cet espace de psychanalyse pour tous le plus déterminant, mais qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans notre vie qui font que notre vie, en fait, ce que nous devons apprendre, c'est avoir à être capable de jouir, d'aimer, de profiter de la situation que la vie nous a fabriquée. Parce qu'en fait, c'est pas exactement nous qui fabriquons. Non, bien sûr que nous avons notre apportation dans le sens où nous travaillons, dans le sens où nous apportons certaines choses dans notre vie, mais qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont là et qu'il faut apprendre à gérer ce que la vie nous présente. Bonsoir Rachid. Donc je vous rappelle, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux pour que nous soyons plus nombreux. Et donc commencez par dire sur le fait de cette, nous allons faire une petite approche aujourd'hui sur ce qu'on appelle, pourtant c'est nous qui décidons de nos choix. Ah oui, vous croyez? Je ne sais pas. Non, parce que très souvent, Céline, par exemple, il y a cet exemple en disant qu'il y a des gens qui disent non, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis tout d'un coup ils se retrouvent et ils font quelque chose complètement le contraire. Donc là, le sujet, il dit mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit que je voulais faire ça, puis en fait, je me retrouve à faire autre chose. D'accord? Ou mes objectifs vont dans ce sens-là, et j'arrive pas à le réaliser. Donc, nos choix, tout est relatif. Tout est relatif. Hein, que nous sommes amenés à vivre certaines situations et où nous n'avons pas vraiment décidé. Hein, nous n'avons pas vraiment décidé. C'est pas vraiment... c'est nous qui décidons, c'est nous qui nous positionnons, mais plus que nous, en fait, c'est le travail que nous allons faire. C'est le travail, autant le travail psychique que nous allons faire, que le travail dans notre vie que nous allons faire, de comment nous allons être en relation avec les autres, comment nous allons nous impliquer dans notre travail professionnel, comment nous allons travailler en analyse. Séverine, bonsoir. Tout ça, c'est ce qui va, c'est l'inconscient qui contrôle notre vie. C'est pas l'inconscient qui contrôle notre vie. D'abord, c'est l'appareil psychique et qui travaille, non, qui fait son travail. Donc, quand on le laisse faire son travail sans parler, parce que le problème, c'est ça, c'est qu'il faut réussir à mettre des mots sur ce que nous vivons, des mots sur apprendre à parler pour qu'il apparaisse de nouvelles choses dans notre vie. Non, que la difficulté, c'est de pouvoir parler de choses que, en fait, en parlant, elles vont se produire. Les choses se produisent d'abord en parlant. Bon, alors, pour vous dire, et vous rappeler bien évidemment qu'aujourd'hui, souffrir de névrose, souffrir des limites que cette maladie nous impose, des inhibitions, des obstacles, des non-rencontres avec autrui, ben, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens quand on dispose de la psychanalyse, quand il existe la psychanalyse, non, c'est-à-dire un instrument qui permet de modifier ces situations. Alors c'est sûr que ce n'est pas un médicament rapide qui va, Nadine, bonsoir, sinon que c'est un travail, c'est une construction, de la même façon que on va devoir étudier plusieurs années pour pouvoir avoir un diplôme ou pour pouvoir avoir la possibilité de faire quelque chose professionnellement, ben, on va dire que pour être patient de psychanalyse, ben, il faut commencer à avoir de la patience. Donc tout ça, tout ce qu'offre la psychanalyse, ben, il va falloir tolérer en fait tout ce chemin qu'il faut parcourir et qui est des fois très agréable et des fois pas si agréable que ça. Hein.
Donc, aujourd'hui, parce que quand on parle, ou quand on va essayer de parler, donc ce soir, du nom du Père, bien évidemment, comme vous devez déjà le savoir, il ne s'agit pas de ce monsieur, non, qui a eu des relations avec notre maman, sinon qu'il s'agit de notre appareil psychique et de cette instance, de cette fonction qui va être indispensable, qu'il y ait ce monsieur ou qu'il ne l'ait pas, cette fonction est indispensable pour que nous puissions fonctionner dans notre vie. Hein. Et donc, c'est une fonction, mais c'est une fonction, on va dire, c'est une fonction psychique. Hein, c'est une fonction psychique et qui va avoir ses résonances, donc bien évidemment dans le psychisme. De la même façon que quand on parle du complexe d'Oedipe. Non, le complexe d'Oedipe, c'est pas exactement ce que l'enfant va vivre, sinon que c'est quelque chose qui va se produire de manière psychique. C'est quelque chose qui va se construire au niveau psychique. Et qui est ce passage, non, le complexe d'Oedipe, c'est ce passage qui va avoir lieu donc une première fois, mais qui ensuite va, on va dire, qui va réavoir lieu, parce que ce n'est pas quelque chose où on dit, voilà, ça y est, moi j'ai passé le complexe d'Oedipe, ça y est, je suis tranquille. Ben non, dans l'appareil psychique, c'est comme dire, ah bah aujourd'hui j'étais courir, ben ça y est, je suis tranquille pour toute ma vie. Non, c'est quelque chose qui va être en jeu, non, constamment, c'est-à-dire on va se retrouver face à cette situation durant toute notre vie. Et que durant toute notre vie, nous allons on va dire, reprendre la décision de voir qu'est-ce que je fais face à cette situation. Non, parce qu'en fait, c'est ce passage de ce petit animal qui est un bébé, non, c'est un bébé, c'est un petit animal, et en fait qui va devoir traverser le complexe d'Oedipe pour se transformer et s'inscrire dans le désir, donc dans la possibilité de se structurer donc comme sujet psychique et de se structurer avec une sexualité humaine. Hein. C'est-à-dire que nous devons, bien sûr, comme vous le savez tous, l'histoire de la civilisation, dans toutes ces instances, ces tendances instinctives de l'être humain, donc de l'être humain quand il était encore l'homo sapiens, encore un primitif, non, que pour construire cette civilisation que nous avons construite, cette civilisation, cette culture que nous avons construite, nous avons dû bien évidemment limiter nos tendances instinctives. Nous avons dû entraver ces instances. Pourquoi? Pour pouvoir nous civiliser. Et nous civiliser, c'est-à-dire pour pouvoir apprendre à vivre avec les autres, hein, principalement. Donc tout au long de l'histoire de l'humanité. Pour apprendre à vivre avec les autres, il a fallu renoncer à ces trois grandes tendances humaines qui sont le cannibalisme, l'inceste et l'assassinat. Alors, il y en a certains qui disent que le cannibalisme, c'est celui qui a été jusqu'à maintenant, on va dire, au XXIe siècle, c'est cette tendance qui a été la plus réprimée. Et ce qu'il y a d'intéressant quand on va parler du cannibalisme, c'est qu'en fait, c'est une tendance qui a été donc bien réprimée, donc que pratiquait cet homme primitif, et qu'aujourd'hui, en fait, cette tendance du cannibalisme, elle n'a pas disparu en nous. Parce que ce qu'on va voir, c'est que toute l'histoire de l'humanité est en nous. Mais elle s'est transformée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va plus aller manger la chair de ses voisins. Et sinon que ce qu'on va voir, c'est que il va y avoir ce cannibalisme, il va se transformer en quelque chose de psychique. C'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui d'une étape orale de l'enfant. Et que l'étape orale, justement, c'est on va dire ce mécanisme, parce que l'étape orale, donc c'est un moment dans le développement de la sexualité humaine, mais qui va être utilisé en fait par le mécanisme de l'identification. C'est-à-dire que l'identification, on dit que c'est un cannibalisme, c'est-à-dire qu'on va prendre un trait d'une personne et on va s'identifier à un trait d'une personne, à une caractéristique de la personne, et on va l'introjecter en soi. Donc on parle de cannibalisme. Alors ça c'est très intéressant parce que si on pense que s'identifier à quelqu'un, c'est une manière de manger l'autre, non, de se l'être approprié, comme faisaient les cannibales. Les cannibales, ils mangeaient pas n'importe qui. Ils mangeaient, non, ils avaient une référence en disant je vais manger celui-là parce qu'il est très fort, donc je vais m'approprier de ses caractéristiques.
ils ne mangeaient pas, ils ne mangeaient pas tous leurs ennemis, sinon qu'ils mangeaient pour les ennemis qu'ils admiraient. Pourquoi? Pour s'approprier de ces caractéristiques qu'ils voulaient eux aussi posséder. Et en fait, c'est ce que nous continuons à faire, mais d'une façon civilisée. C'est-à-dire que surtout, on n'a plus besoin de manger la chair humaine, sinon que nous introjectons en nous ces caractéristiques de l'autre. Non? Et c'est une manière on va dire, une manière plus, asna, bonsoir, plus civilisée. C'est-à-dire, ce qui était, à cette époque primitive, on va dire, une action, est devenu aujourd'hui un élément psychique. Alors, vous voyez, ça c'est très intéressant, parce que de la même façon qu'il va se passer donc avec l'inceste ou l'assassinat, encore que pour tout le monde, nous voyons qu'il y a encore des gens qui pratiquent l'inceste et encore une incorporation, oui, on peut dire incorporation, introjection, si vous voulez. Donc nous avons encore des choses à faire, puisque l'être humain, tous les êtres humains n'ont pas encore renoncé, on va dire, à ces trois tendances les plus importantes, les trois tendances les plus importantes, donc grâce à la civilisation. C'est-à-dire que par quoi nous sommes passés, l'histoire par laquelle l'être humain est passé, eh ben ça ne disparaît pas, mais ça se transforme. Donc c'est ça qui est intéressant, que rien ne disparaît dans l'être humain, ni son histoire, ni sa formation. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire on va voir quand on va parler par exemple, quand on va parler, alors attendez, donc c'est pour ça que nous allons, je ne le trouve pas, bon alors je vais continuer comme c'était parti. Donc Freud, bien évidemment, il a été s'intéresser un petit peu justement à cette histoire de l'humanité. Il a écrit 2 textes fondamentaux, enfin il y en a 3 ou 4 plutôt, sur justement qui sont en référence avec le nom du père. On va dire il y a Totem et Tabou et il y a Moïse et la religion monothéiste. Et il y a aussi Psychologie des masses et Analyse du moi. Donc, et ce sont donc les 3 textes importants où il va nous parler le nom du père, que le nom du père c'est une terminologie de Lacan, mais que c'est la fonction du père, c'est-à-dire que Freud il va étudier donc ce processus par lequel va se produire l'histoire de la pensée humaine, et que ça va commencer donc par la production de la religion. Donc, et c'est un point qui est très important, puisqu'en fait, c'est le premier point, c'est un symbole qui va nous permettre de nous éloigner de notre expérience sensible. C'est qu'il va y avoir ces premières intellectualisations qui vont nous faire découvrir, on va dire, la pensée. Et ça va être, donc, la religion, une élaboration du nom du Père. D'accord? Donc, on va voir un petit peu, parce qu'en fait, le nom du père, quand on parle du nom du père, c'est quelque chose de symbolique. C'est pour ça que je disais que ça n'a rien à voir avec monsieur ou le papa, sinon que c'est une fonction, c'est quelque chose qui va s'établir dans le sujet comme un élément symbolique. Donc, et il va nous raconter, donc Freud, que au départ, en fait, lui, donc il a créé ce mythe, il a produit ce mythe de la formation, en nous racontant qu'en fait la structure primitive de l'être humain n'était pas sociale. C'était une horde primitive et en fait qui ressemblait plus à une structure animale. C'était donc il y avait un macho reproducteur qui dominait le clan et qui avait des relations, et c'était le seul à avoir la possibilité d'avoir des relations avec les femmes, sinon à cette époque-là, c'était les femelles. Lui, c'était le macho, et les autres, c'était les femelles. Et donc, et c'est lui qui dominait. C'est lui qui dominait sur le clan. Donc, toutes les femelles étaient pour lui, et il était assez cruel avec ceux qui désobéissaient. Bon, ça, on peut l'imaginer. Mais on peut l'imaginer dans le sens, sinon, les autres désobéissaient avec facilité, donc il devait y avoir, donc, on va voir ce que Freud il va dire, c'est qu'à partir de là, il va y avoir donc une rébellion, donc des jeunes
des jeunes, donc des enfants, les jeunes, qui vont se rebeller contre cette imposition de ce macho dominant, qui vont se rebeller. Pourquoi? Pour obtenir aussi, eux aussi, des satisfactions, bien évidemment. Donc, face à cette tendance insatisfaite, ben, ce qu'ils vont essayer de faire, ils vont se réunir pour quoi? Pour éliminer le macho dominant. Et en fait, ce qui se passait, c'est que donc une fois qu'il l'éliminait, ben, il y avait un autre qui prenait sa place. Et on se retrouvait dans la même structure. En fait, il y avait toujours le macho dominant et il y avait les autres qui se retrouvaient insatisfaits. Et donc, comme ça, ils ont répété ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour, ben, ils ont pris la décision donc de s'unir, pour interrompre, on va dire, cette chaîne d'assassinats qui était interminable et de se mettre d'accord pour en finir avec les assassinats et donc pour qu'il y ait en fait plus, pour multiplier les clans. C'est-à-dire qu'il y avait un macho qui dominait un petit groupe, mais que dans ce groupe, il y avait l'établissement, on va dire, l'établissement d'un totem, un animal totémique. Et donc, cet animal, et c'est là où commence la première organisation sociale. C'est-à-dire qu'il y a un représentant, non? Il y a un représentant qui va donc imposer certaines limites, et qui vont être des limites pour tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir des rapports sexuels avec tout le monde, je veux dire qu'on ne s'occupait pas si la femelle, encore que si elle appartenait au macho dominant, elle était intouchable, mais sinon qu'il n'y avait pas de différence ni de famille, ni de classe sociale, tandis que une fois que le totem va s'établir, il va y avoir donc des interdictions. Il va y avoir les premières interdictions qui vont être donc les premiers éléments pour la fabrication de cette civilisation. Non? Et on voit que Lévi-Strauss, vous vous rappelez, dans les structures élémentaires de la parenté, il va nous montrer que avant notre société qui établit donc l'inceste comme une interdiction, les autres, on va dire, d'autres structures primitives ou élémentaires avaient aussi une interdiction. Alors pas la même, c'est pas obligatoirement ni avec le père ni avec la mère, mais c'était quelqu'un qui appartenait ou à un autre totem, ou avec les femmes de l'autre totem, ou avec les hommes de l'autre totem. Enfin, il y avait différentes organisations qui faisaient qu'il y avait toujours quelqu'un qui était interdit. Et donc c'est ce que nous a montré Lévi-Strauss, c'est qu'il y a toujours quelqu'un d'interdit, qui nous est interdit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avec tout le monde. Il y a une interdiction qui va s'établir comme une loi qui va permettre une organisation. Et on va voir qu'après cette organisation, elle va nous être très utile pour notre psychisme. Hein. Alors, d'un côté il y a ça, et de l'autre côté, on va dire, on va essayer de voir, par exemple, pour changer ou pour dévier un petit peu le sujet, comme on avait déjà fait référence un petit peu quand on parle des différences qui existent, Nidal, bonsoir, donc entre Nidal et moi, entre Amine et moi, entre Amine et Nidal, que toutes ces différences, puisque bien évidemment personne ne ressemble à personne, et que à chaque fois qu'il y a la présence d'une autre personne, bah, cette autre personne, qu'est-ce qu'elle me présente? Des différences. C'est-à-dire que comme personne n'est comme moi, et il y a certaines personnes donc, qui sont narcissiques, on va dire, ou très narcissiques, et qui reçoivent ces différences comme si c'était une agression, comme si c'était une critique. Parce que si tu ne fais pas comme moi, c'est comme si moi je ne le faisais pas bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui le fait de façon différente. Ok? Bonsoir, Fekredine. Pardon pour la prononciation. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a cette difficulté, on va dire, des sujets à tolérer les différences. Alors, il peut y avoir des différences au niveau des couleurs, au niveau des goûts, au niveau, bah non, que l'autre, il le fait d'une façon, on va dire, on met la table. Mais non, on la met pas comme ça, on met la table comme ça. Donc, chacun considère que sa manière, c'est la manière. Donc, l'être humain a beaucoup de difficultés à tolérer que sa manière, c'est une manière de plus. Ce n'est pas, Saïda, bonsoir, c'est pas une manière. C'est une manière, c'est pas la manière. D'accord? Et pour ça, pour tous les éléments de notre vie. C'est-à-dire que chacun a des idées différentes, chacun voit les choses d'une façon différente, et apprendre à vivre avec les autres, bien évidemment, c'est apprendre à
accepter que l'autre, qu'il ne vient pas me critiquer, hein, que moi je suis un élément de plus dans cette civilisation, avec mes caractéristiques particulières. Donc pour certains, c'est vécu comme une attaque. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est vécu comme une attaque? Que je veux le faire disparaître, c'est-à-dire que je préfère ne pas le voir, hein, qu'il ne soit pas là. Et ça, on va voir que c'est aussi une manière de le tuer, c'est-à-dire que comme le fait l'enfant. L'enfant, quand qui traverse, on va dire, cette étape du complexe d'Oedipe, où en fait il aimerait bien pouvoir faire disparaître son père pour rester tout seul avec sa maman, et il dit aussi, il en arrive des fois à dire, à être capable de dire j'aimerais bien que papa soit mort, mais que la mort n'a pas de représentation pour l'enfant. L'enfant il ne sait pas ce que ça veut dire la mort. Simplement pour lui, mourir ça veut dire ne pas être là. D'accord? Donc effectivement c'est quelque chose qui fait partie notre mortalité, c'est ne plus être là. Mais que lui, comme il n'a pas d'autre élaboration, en fait, quand il parle de la mort ou qu'il parle de tuer quelqu'un, c'est de le faire disparaître. Et on voit que nous, on continue à faire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on préfère ne pas voir parce que la différence qu'ils nous présentent nous est intolérable, donc on préfère ne pas les voir et les faire disparaître de notre vie. Et pour l'enfant, en fait, c'était ce père qui le sépare de la mère, d'accord, il voulait aussi le faire la recherche de l'exclusivité. Mais l'exclusivité, c'est plus en relation avec les frères et sœurs. Non, c'est pas être exclusif, c'est ne pas prendre la place du père. Parce qu'en fait, si je veux faire disparaître le père, c'est-à-dire que je veux prendre sa place. Et ça, c'est interdit. D'accord? C'est-à-dire, mais qu'il y a, parce que comme au départ, il y a cette relation, cette symbiose idyllique avec la mère, que la présence du père, en fait, c'est toujours quelque chose, donc c'est quelque chose qui va créer une certaine ambivalence, non? La présence du père, dans le sens où le père, ou ce qui va intervenir comme fonction père, c'est quelque chose avec lequel, on va dire, je peux avoir une très bonne relation, mais en même temps, je veux le faire disparaître. Donc il y a cette ambivalence qui, encore une fois, va nous accompagner toute notre vie. C'est-à-dire que l'ambivalence va être dans toutes nos relations et tout le temps. Alors, dans certaines névroses, cette ambivalence, par exemple dans la névrose obsessionnelle, cette ambivalence va être beaucoup plus marquée. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus, qui va être beaucoup plus évident, on va dire. Mais on va voir que, pardon. Mais pour tout le monde, ça va être la même chose. Donc il faut reprendre, parce que quand on parle du père ou de la fonction père, faut aussi parler de la mère, puisque en fait l'enfant, il est avec la mère depuis le début. On va dire que même si ce qu'on appelle le papa est présent au départ, en fait le travail qu'il fait, c'est une fonction mère. C'est-à-dire que dès le départ, l'enfant ne parle pas, l'enfant ne marche pas, l'enfant, il ne peut rien faire. Donc en fait, même les deux parents vont avoir une fonction mère au départ, non? Et il va être, donc l'enfant va, comme nous l'avions déjà souligné, mais que c'est important de le rappeler parce que c'est quelque chose qui va nous déterminer aussi tout au long de notre vie, c'est que nous naissons comme des enfants prématurés. Donc même quand notre mère accouche à 9 mois ou quand à 9 mois nous décidons de sortir, nous arrivons comme des enfants prématurés. Nous sommes l'animal le plus prématuré de la planète, dans le sens où nous ne pouvons absolument rien faire tout seuls. D'accord? C'est-à-dire que nous sommes aveugles, que nous ne savons pas régler notre température corporelle, que notre système immunitaire, nous utilisons pour notre protection le système immunitaire de la mère. Alors vous vous rendez compte comme quoi il y a une symbiose énorme avec cette fonction mère, donc qui va couvrir tous nos besoins, qui va être là absolument pour couvrir tous nos besoins, et c'est-à-dire pour nous sauver la vie. D'accord? C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a une dette qui est importante, dans le sens, pas parce qu'elle nous a mis au monde, sinon parce qu'elle nous a sauvé la vie. Parce qu'il y a quelqu'un, alors des fois c'est peut-être pas la biologie qui nous sauve la vie, mais il y a quelqu'un qui nous a sauvé la vie.
D'accord? Donc, tout au début, nous avons besoin de façon indispensable de ces soins. On va dire, on dit que les enfants jusqu'à 7 ans, ils ne peuvent rien faire tout seuls, non? Et puis, dans les sociétés actuelles, ben, on sait qu'il y en a jusqu'à 30 ans, 40 ans qui continuent à vivre chez papa et maman. Donc, après, ça dépend des cas, non? Donc, c'est-à-dire que tout au départ, il n'y a pas encore de père. D'accord? Il n'y a pas de père. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessaire. D'accord? Et que d'un côté et d'un autre côté, qui est très important aussi de prendre en considération, c'est-à-dire que cette importance de la mère va nous suivre pendant toute notre vie. Mais pas la maman, madame, machin. Non, que ça c'est une dame qui a sa propre vie, etc. Sinon que c'est cette mère qui nous a sauvé la vie et qui s'est inscrite comme fonction mère dans notre psychisme. Et en plus, c'était comme. Et qu'elle était une mère idéale. Qu'elle avait toutes les qualités. Toutes les qualités, pourquoi? Parce qu'elle couvrait tous mes besoins. Donc c'était un être, c'était une déesse, un être exceptionnel. D'accord? Donc, non, parce que la scène, on ne parle pas ici de la réalité. D'accord? Ici, on parle d'une chose différente. C'est pour ça que c'est des fois difficile d'avoir accès, parce qu'on ne parle pas de la réalité. Le père absent. On va voir. Si vous parlez, que vous êtes debout, que vous marchez, que vous travaillez, le père n'a pas été absent. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a eu une fonction père qui a fonctionné pour vous. Il y a eu une fonction père, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a séparé de maman. Parce que la fonction père, premièrement, on va dire, premièrement, ça va être ça. Et en plus, on va dire, parce que ça c'est aussi très important de souligner, c'est-à-dire que cette fonction père, quand le père va commencer à intervenir, non, c'est-à-dire que quand l'enfant va pouvoir voir qu'il y a autre chose, que sa mère ne lui appartient pas, que la mère, elle appartient à quelqu'un d'autre, enfin qu'elle appartient, hein, qu'elle a une relation avec quelqu'un d'autre, qu'elle a besoin de quelque chose d'autre que de lui. D'accord? C'est-à-dire que il y a autre chose. Quand on va dire une mère a une fonction père, ça c'est intéressant, Sonia, dans le sens où la mère, elle doit avoir en elle, on doit lui avoir transmis la fonction père. Hein? Que ça c'est important. Je veux dire, parce que la fonction père, ça va être un travail, on va dire un travail dans le sens où ça ne va pas se faire en une fois, mais et que ce n'est pas obligatoirement monsieur papa qui va le faire. Sinon que la mère, à chaque fois qu'elle dit à son enfant je dois aller travailler, bah, l'enfant il se rend bien compte qu'il y a autre chose dans la vie de maman, que maman elle a besoin d'autre chose que de lui. D'accord? Et que donc il y a autre chose qui va intervenir dans la vie, non? Que dans la vie de la mère. Non? Donc pour pouvoir, parce que c'est ce moment donc de narcissisme total, on va dire, où la mère lui appartient, elle est à lui, et son monde, c'est sa mère. Et c'est tout ce qu'il voit, c'est sa mère, il voit rien d'autre. Donc, et on va dire que ça, c'est un moment où, en fait, quand il y a cette union, cette symbiose, cette cellule narcissique, en fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire que le moi n'est pas constitué, que tout le reste va devoir se faire. Avec femme reste symbiotique malgré l'âge adulte de la personne. Donc ça, vous parlez de la réalité. Non? Donc ça, c'est quelque chose de particulier. Avec les autres qui ne sont pas, des fois, pas comprises. Non? Donc, mais cette relation symbiotique qu'on va chercher avec quelqu'un, c'est comme dire, je cherche ma maman. Je cherche cette relation idéale que j'ai eue à un moment donné. Donc, on va parler de cette première expérience de plaisir et qu'on va chercher, mais qu'en fait, qui n'existe plus. Et en plus, qui n'a jamais existé, parce que c'était une illusion de l'enfant. D'accord? Ma mère n'a jamais été exceptionnelle. Ma mère n'a jamais été quelque chose d'idéal. Elle était un être humain comme beaucoup d'autres et qui avait plein de défauts, plein de difficultés, plein d'obstacles, et comme tout le monde. Mais j'ai du mal à accepter ça. C'est-à-dire j'ai du mal à renoncer à l'illusion que j'ai eue. Mais il faut que j'arrive dans la réalité. Et la réalité me dit que même ma mère, parce qu'en fait, le véritable, on va dire que le travail à faire, c'est d'être capable de castrer la mère, on va dire. Castrer la mère. C'est-à-dire qu'elle n'est pas idéale, la mère. Donc à chaque fois que je me dispute avec ma mère,
pour lui réclamer cette position d'idéal, d'être capable de me donner, comme elle l'a fait un moment, où elle me donnait le sein au moment où vraiment j'en avais besoin, ou le biberon, où elle me couvrait quand j'avais froid, et qu'après, bah, c'est fini, ça n'existera plus jamais. D'accord? Et donc là, il y a comme une sorte de... Non, comme si on lui reprochait qu'elle ait plus sa capacité, mais en fait, elle ne l'a jamais eue. Pourquoi? Parce que bah, c'est une femme qui est castrée, comme tous les êtres humains, nous sommes tous castrés, dans le sens où nous sommes mortels. Que cet idéal que nous avons tendance à vouloir mettre des étiquettes non, sur certaines figures, ou vouloir essayer de trouver cet idéal dans notre vie, c'est une illusion, c'est une illusion. Donc il va falloir grandir, on va dire grandir, et pour pouvoir quoi? Pour pouvoir abandonner ces illusions, abandonner ces illusions. Donc, ce qu'il va y avoir d'intéressant quand on dit que l'enfant naît prématuré, c'est-à-dire que rien n'est fait, il n'y a pas de système immunitaire, ou qu'il est comment on va dire, il est à naître, tout est à naître, tout doit se faire. Le moi doit se faire, l'amour doit se faire, il doit apprendre à parler, il doit apprendre pour voir qu'il existe donc la différence des sexes, que tout va devoir se construire et que tout va commencer à se construire où? Dans la famille. Les premiers liens affectifs qui vont donc avoir lieu, bien évidemment, se faire dans la famille pour avoir des liens qui vont quoi? Me permettre de les abandonner, parce que tous ces liens, je dois les abandonner pour sortir et fabriquer moi-même ma propre famille, ma propre vie, et qui ne doit pas ressembler à la vie de mes parents, parce que la vie de mes parents, c'était la vie de mes parents. Moi, je dois faire ma propre vie qui ne doit pas ressembler à celle de mes parents, parce que sinon, je fais quoi? Je répète l'histoire et je ne construis pas ma propre vie. Non? Donc, c'est-à-dire que, quand on dit que tout est à construire, c'est-à-dire qu'au moment, on va dire que quand on parle d'autogénèse, non, de l'enfant, c'est-à-dire toute l'histoire qui va se construire, quand on dit que l'enfant va devoir reconstruire d'une façon super rapide, bien évidemment, toute l'histoire de l'humanité en lui. Hein, c'est-à-dire que lui aussi, à un moment, à l'étape orale, il est cannibale. Il met tout dans sa bouche, tout et n'importe quoi. Et s'il pouvait manger un morceau de sa maman, il le ferait. Mais à cette époque-là, il n'y a pas encore de dents. D'ailleurs, ça va commencer quand il va y avoir les dents qui poussent. On va parler de cette étape sadico-anale. Donc, où il va y avoir donc cette incorporation en mastiquant, et que si on le laissait, très certainement, lui aussi, il aurait cette tendance cannibale. Ensuite, il va y avoir donc l'étape sadico-anale, qui va être donc une étape très importante. Pourquoi? Pour apprendre à distinguer, parce qu'il ne sait pas faire la différence, à distinguer ce qui est à l'intérieur de lui et ce qui est extérieur. Parce que ça va être le premier moment où l'enfant va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui lui appartient, qui fait partie de son propre corps, on va dire les excréments, le caca, et qui va devoir le sortir à l'extérieur. Et on va dire que ça, c'est le premier cadeau que va faire l'enfant. C'est-à-dire que pour lui, son caca, c'est une partie de lui. Bah oui, c'est une partie de lui. D'accord? Et qu'il ne va pas le donner dans n'importe quelle circonstance. D'accord? Donc, et c'est donc apprendre, donc c'est une autre étape où l'enfant va encore apprendre beaucoup de choses. Donc, apprendre la possibilité de je le donne quand je veux. Et je le donne si je veux. Donc il va commencer à imposer à cette étape-là sa propre volonté. D'accord? C'est-à-dire que... Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'étape phallique. Alors l'étape phallique, c'est celle qui tourne donc autour de cette idée du phallus. Parce que le phallus, c'est une idée. C'est une idée dans le sens où lui, il va considérer qu'il a un zizi et qu'il va voir que, il y a les petites filles qui n'ont pas de zizi. Donc cette étape phallique, en fait, c'est l'étape qui va présenter la première différence. Mais ce n'est pas encore la différence entre le masculin et le féminin, sinon que c'est la différence entre le masculin et le castré. C'est-à-dire qu'il va considérer que la petite fille, comme elle n'a pas de zizi, elle est castrée. Donc il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas.
d'accord? Et c'est pour ça qu'on va, dans cette étape infantile, on va considérer que bah, les petites filles, elles ont moins. Non, c'est-à-dire qu'elles sont moins que le petit garçon puisqu'elles sont castrées, puisqu'elles n'ont pas, puisque ça n'a pas encore poussé. D'accord? Donc elles vont être considérées comme inférieures à l'homme. Mais pour la situation infantile. Donc après, il faut continuer l'évolution pour abandonner, pareil, ces idées qui appartiennent donc à l'enfance et pour pouvoir se rendre compte maintenant qu'il existe un masculin, un féminin et que tous les deux, bon, ont des valeurs différentes, mais qu'il n'y en a pas un qui est moins que l'autre. Mais il y a toujours l'effet miroir qui se joue avec tout le monde. D'accord? Donc ce n'est pas parce que c'est une femme. Je veux dire qu'il y a des femmes qui sont avec leur mari et que leur mari, ben, il les considère comme une maman. D'accord? Parce que je pense qu'on doit aussi se rendre compte que cette anatomie, c'est aussi qu'une apparence, Sonia. L'anatomie, ce n'est qu'une apparence. Qu'après, nous avons, non, nous constituer, justement, quand on termine notre développement sexuel infantile, nous allons constituer le masculin et le féminin, et nous allons le constituer en chacun de nous. C'est-à-dire que nous sommes tous des hommes et des femmes, en nous. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas... sinon, on continue à penser comme les enfants en disant « si t'as un zizi, t'es un garçon ». Non, ça c'est les enfants qui pensaient ça. L'âge adulte, on se rend compte que non, qu'il y a différentes... qu'il y a ces différences. D'ailleurs, en psychanalyse, on dit que le sujet a 4 positions sexuelles. Mère, père, homme, femme. Alors donc ce sont des positions qui vont se constituer lors de le développement et qu'après nous ne devons pas nier. Hein, nous ne devons pas nier. Donc, et donc c'est à partir de au moment de cette étape phallique, de cette étape du développement sexuel que va avoir lieu donc le complexe d'Oedipe, donc qui est donc la machine qui va produire des êtres humains. C'est-à-dire c'est le moment où on va acquérir le langage, où nous allons rentrer dans le monde du langage. Et en fait, dans le monde du langage, et pareil, nous ne décidons pas exactement ce que nous disons, sinon que nous disons. Les enfants, ils décident pas ce qu'ils ne sont pas conscients ni même de ce qu'ils disent, sinon qu'ils s'approprient du langage par rapport à tout ce qu'ils écoutent autour d'eux, non, de l'apprentissage. Et on va voir dans ce processus, donc dans cette traversée du complexe d'Oedipe, on va dire que le père, donc là, commence à jouer un rôle fondamental, non? Parce que donc c'est cette fonction qui va non seulement séparer l'enfant de la mère, mais aussi la mère de l'enfant, parce que ça aussi, ça va être un travail. Il y a des mères qui ont des difficultés à se séparer de leur enfant. À se séparer, c'est-à-dire cet enfant qui les admire, qui les aime tellement, elles n'ont jamais reçu autant d'amour que l'amour de leur fils, par exemple, donc elles ont des difficultés aussi, elles, à se séparer, d'accord? Et donc ça va être le rôle de cette fonction père qui va devoir donc séparer l'enfant de la mère et la mère de l'enfant. Pourquoi? Pour qu'il se construise comme un être humain, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne va pas être ce petit... comment on dit en français, ce petit bout qui complète la mère. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ma mère n'était pas idéale. Donc, moi, je suis ce morceau qui va compléter ma mère. Je suis pour qu'elle ne soit pas castrée. D'accord? Donc, il y a une grande difficulté donc pour l'enfant à se séparer de la mère. Et donc, il se colle. Pourquoi? Pour que la mère ne soit pas castrée. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont très complexes, non? Parce qu'il va falloir castrer la mère. Pourquoi? Pour qu'il y ait un être humain. Parce que si ma mère n'est pas castrée, eh ben, je ne suis pas un être humain, je suis un immortel. Et donc, les immortels, ben, ce ne sont pas des êtres humains. Ceux qui sont immortels, non, ce n'est pas un être humain. Je dis au niveau psychique. D'accord? Après, on voit qu'il y a des gens ben, qui ont ce type d'obstacle, mais qui vivent autour de nous, qui... Donc, et que la fonction père, c'est donc c'est cette fonction qui va détourner la tête, le regard de la mère, qu'à un moment donné, alors peut-être que ça arrive depuis la naissance, non? Il y a des femmes qui, au bout d'un mois, après l'accouchement, elles reprennent le travail, mais l'enfant s'en rend pas compte.
l'enfant s'en rend pas compte. L'enfant, il va s'en rendre compte à un certain moment où tout d'un coup, il va dire, hein, ma mère, elle a besoin d'autre chose que de moi. D'accord? Et donc, quand il va se rendre compte que la mère détourne le regard, donc on dit de façon classique qu'elle détourne le regard vers le père, non, comme quoi elle désire autre chose que l'enfant. Non? Et c'est à ce moment-là que l'enfant, il découvre que le monde existe. Parce que jusque-là, il pensait qu'il n'y avait que la maman qui existait. Donc, du coup, que le monde existe, ça veut dire que lui aussi, il va avoir une existence. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il va commencer à parler, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à se tenir debout, et pour ça, il a besoin de cette fonction père, d'accord? Et que va s'établir, bien évidemment, cette interdiction de l'inceste, c'est-à-dire avec ta maman, tu ne peux pas. Et que ce soit, comme dit Sonia, que ce soit pour la petite fille comme pour le petit garçon, puisque dans tous les cas, c'est la maman le premier amour, avec la maman, ce n'est pas possible. D'accord? La forclusion du nom du père, c'est faire comme si le papa n'existait pas, que c'est ma mère toute seule qui m'avait fait. Elle n'a pas eu besoin, elle est tellement complète, ma mère, qu'elle n'a même pas eu besoin d'un homme pour me faire. Non? Donc, donc je disais, quand l'enfant se rend compte, en fait, que la mère a besoin d'autre chose que de moi, c'est-à-dire que ma mère est castrée. Non, parce que castré, c'est ça, castré, c'est mortel. Castré, c'est l'être humain. L'être humain, il est castré. D'accord? Donc, elle n'est plus la mère idéale que le bébé avait imaginée. Enfin, c'est pas de l'imagination du bébé, mais qu'il avait constitué comme ça. Sinon qu'aujourd'hui, il a besoin d'autres personnes, non seulement du père, parce que le père aussi, on va voir qu'elle a besoin du père, mais en plus d'autres personnes, parce que le père aussi, il est castré. Lui aussi, il est mortel. Donc, que lui non plus, ce n'est pas un idéal. Donc, le père, pourquoi? Parce que le père aussi, il a besoin d'autres personnes. D'accord? C'est-à-dire que nous avons tous besoin de beaucoup de gens pour vivre. Donc, nous sommes tous castrés, que nous avons besoin des autres, comme cet enfant prématuré qui avait besoin de façon indispensable que quelqu'un, et en plus quand on dit la fonction mère, mais la fonction mère, elle n'est pas toute seule. Même si elle est là toute seule à s'occuper de l'enfant, il y a toute une structure qui la soutient. Non, s'il doit aller voir le pédiatre, il y a un pédiatre. Si elle doit aller acheter des biberons, il y a la pharmacie pour ça. Je veux dire, donc il y a toute une structure qui soutient, qui aide la mère à faire le travail de la fonction mère. On va dire, non? C'est-à-dire que jamais, jamais, jamais nous sommes seuls. Que l'idée de la solitude, c'est une idée. Non? Parce que la solitude pour l'être humain, en fait, c'est une idée, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est quelque chose de très difficile. C'est une idée, non, de se sentir seul. Mais ça, c'est autre chose, parce que la solitude, l'être humain, c'est... Donc, ensuite, on va voir... Donc, l'enfant va donc avoir besoin de cette fonction père pour se constituer comme un sujet désirant, un sujet à part entière. D'accord? C'est-à-dire que lui aussi, ça va être un sujet castré. Non? Il va être castré, il va devoir castrer sa mère pour cesser d'attribuer à sa mère tout ce qu'il lui attribue, en fait, tout ce qui... est-ce qu'un enfant peut se construire sans son père? Donc, il peut se construire sans son père, mais pas sans la fonction père. D'accord? C'est-à-dire que la fonction père va toujours être là. Si le petit garçon, il est debout et il parle, il a fonction père. D'accord? On va dire... Et donc, il va devoir désidéaliser, l'enfant va devoir désidéaliser donc ses parents de façon générale. Donc, pourquoi? Pour prendre le chemin du social, pour prendre le chemin du social et pour prendre le chemin du développement de sa propre sexualité d'adulte. Parce que sinon, on resterait tous dans la famille. Dans la famille, on a nos premiers amours, ils sont vraiment super. Et puis en plus, ils ne sont pas castrés, donc on resterait dans la famille et on resterait au niveau du principe de plaisir, c'est-à-dire avec une sucette ou un biberon dans la bouche, d'accord, et sans rien faire du tout. Et donc ça, ce n'est pas un être humain, bien évidemment. Donc l'être humain, il doit s'éloigner de ce principe de plaisir pour pouvoir sortir justement de la famille, pour pouvoir s'inscrire dans la société, pour pouvoir développer sa propre sexualité.
non, et qui va toujours être un désir, ça c'est aussi important à souligner, qui va toujours être un désir irréalisable. Irréalisable, pourquoi? Parce que la première expérience de plaisir, la première expérience de satisfaction, celle que nous allons, qui va nous pousser toujours vers l'avant pour toujours vouloir la trouver, bon, on va jamais la trouver. Donc il n'y a pas de déception à avoir, elle est introuvable. Je peux chercher à droite, je peux chercher dans le rouge, dans le noir, avec des hommes, avec des femmes, avec des trans, avec des vins, je ne la retrouverai pas. D'accord? La première expérience de satisfaction a disparu. Donc il va falloir accepter que, et c'est d'ailleurs grâce au fait qu'elle ait disparu que je continue à la chercher. Parce que ce qui est important, c'est que je continue à la chercher tout en sachant que je ne la trouverai jamais. Mais sur le chemin, je commence à me rendre compte qu'il y a plein de choses magnifiques sur le chemin, même si, non, ce moteur, parce qu'en fait c'est le moteur, cette première expérience, non, ça va être le moteur, ce que je vais toujours chercher, mais que je ne trouverai jamais. Donc, d'où l'importance de cette fonction père qui vient interrompre, qui vient séparer cette symbiose de l'enfant. Et donc, c'est bien évidemment une fonction, d'où la recherche du Graal. Peut-être, oui. Alors, et il y a donc quelque chose qui va nous séparer de cette relation de symbiose avec la mère. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que la mère ne peut pas donner à l'enfant. Et qu'il va falloir qu'il aille le chercher dans le monde. Et ça, c'est l'installation du nom du Père. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas chercher un père. J'ai cherché monsieur, j'ai cherché pour dire papa. Sinon que le Père, installer le nom du Père, c'est l'installer dans la réalité, dans le monde. D'accord? Alors on va regarder, on va dire par exemple, c'est-à-dire que pour commencer à pouvoir désirer quelque chose qui va au-delà du nécessaire. Parce que le désir va au-delà du nécessaire. Avec maman couvrait le nécessaire. Pour commencer à désirer, il est nécessaire la fonction père qui vient séparer. Et là va naître le désir, va naître la possibilité de désir pour que nous puissions donc développer notre vie, pour pouvoir commencer à vivre, pour pouvoir développer notre sexualité. Quand je dis sexualité, ça veut dire nos relations aux autres. C'est pour ça qu'on va voir que le complexe d'Oedipe, ça n'appartient pas au passé. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est un concept théorique. Donc c'est pas quelque chose qui peut appartenir au passé, mais qui va être en jeu dans chaque acte important de ma vie. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose en jeu dans ma vie qui est important, je dois décider qu'est-ce que je fais. Je retourne avec maman ou je continue. Ou je dis non maman et je continue. Alors quand je dis non maman, non, c'est au niveau psychique que cela se passe. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir à chaque fois renoncer à cette tendance, non? À ces tendances. Et pourquoi? Pour réagir avec la sublimation, au lieu de réagir avec la répression, notamment à l'adolescence, non? Et pour renoncer à la perversion, pour renoncer à la névrose, d'accord? Et pouvoir donc utiliser les mécanismes de la vie, les mécanismes de la vie. Donc c'est pour ça qu'on va dire que le nom du Père ne dépend absolument pas de quelque chose de réel. D'accord? Que le psychisme, c'est quelque chose de différent. Que le Père, le nom du Père va se constituer dans le sujet comme quelque chose de symbolique. D'accord? C'est-à-dire symbolique, c'est-à-dire la loi. La loi. C'est-à-dire que tu dois désirer, on va dire, être comme le Père. Non? Parce que ce qui se passe pour l'enfant, c'est-à-dire que ce Père qu'il admire, il va désirer être comme lui, mais il ne peut pas prendre sa place. Il y a quelque chose qui lui est interdit. Donc il va y avoir, non, quand on parle de ces ambivalences, donc il y a quelque chose qui va, et ça c'est ce qui va marquer le destin du sujet, en fait, le destin du sujet, mais qui va être mis en jeu à chaque fois. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, je dois encore décider. Qu'est-ce que je fais? Je prends la place de
du père, c'est-à-dire que je vais, je cherche la symbiose avec ma mère. Non, mais bon, tout ça, ce sont des éléments qui sont complexes, ce sont des éléments, non, c'est un sujet très intéressant, ce sont des éléments qui sont en jeu de le psychisme, parce que après, quand on va parler, ma mère, c'est une vieille dame, c'est pas que je vais rentrer, aller vivre avec elle, mais c'est la fonction mère, c'est cette mère qui est en moi, hein, parce que qui va vivre avec moi jusqu'à la fin. Hein, on va dire que la mère, c'est quelque chose qui va m'accompagner toute ma vie, et mon père aussi. Donc, qui vont toujours être en jeu, que je vais jamais me débarrasser d'eux. Et à chaque fois, donc, je dis qu'il y a quelque chose d'important qui rentre dans ma vie, bah, je dois décider, prendre la décision. Et donc, c'est une décision bien évidemment inconsciente que je prends, et que on va pouvoir voir dans une analyse. On peut voir un petit peu comment, non, met en jeu donc le sujet, sa relation, s'il va retomber dans le principe de plaisir, par exemple, pour retomber dans ces premières satisfactions de jouissance. Est-ce que ça peut créer un déséquilibre psychique? Retourner avec maman? Ah oui. Bah oui, parce que la maman, elle a été indispensable, mais après, elle n'est plus du tout utile. Après, c'est fini. Elle n'a plus aucune utilité. Après, c'est une dame avec qui je dois avoir une relation tout à fait agréable, parce qu'elle a beaucoup travaillé pour moi, mais pas seulement, non, sinon parce que de la même façon que je peux avoir aussi une bonne relation avec les autres personnes qui m'entourent, je dois aussi avoir une bonne relation avec elle, mais qu'elle est plus utile pour rien, non, que ce n'est, je l'ai introjectée, non. La dépression est-elle une mère toxique? Non. Non, Nathalie. Non. La dépression, vous pouvez, Nathalie, vous inscrire à ce cours du dimanche. Non, nous allons parler du deuil et la mélancolie, c'est-à-dire de la dépression. Et nous allons voir un petit peu à quoi est due la dépression, que c'est quelque chose aussi où la psychanalyse, ben, c'est la seule à pouvoir montrer réellement ce qui se passe au niveau psychique dans la dépression, ce qui passe dans la dépression. Et donc c'est quelque chose qui est très intéressant aussi pour pouvoir distinguer qui est réellement déprimé et qui, c'est pas qu'il me trompe, mais qu'il y a des gens qui se sentent tristes, il y a des gens qui se sentent, qui n'ont pas envie de grand chose, donc non, qui peuvent, on pourrait croire qu'ils sont déprimés, mais que la dépression c'est quelque chose de tout à fait particulier avec des caractéristiques tout à fait particulière, d'accord, et que la mère toxique ne rentre pas en jeu. Parce qu'en fait, la mère toxique, en plus, on va dire, c'est quelque chose qu'a produit l'enfant. C'est l'enfant qui parle. J'ai une mère toxique. Hein? Bon, je faisais allusion à une fonction mère. Si, mais il n'y a pas de fonction. La fonction mère, c'est celle qui m'a sauvé la vie. C'est celle-là. Après, c'est cette femme avec laquelle j'ai dû vivre et tout ça. Donc après, ça, c'est quelque chose à élaborer. Si je dis que ma mère était une femme toxique, bah, je dois passer par la psychanalyse pour transformer cette idée-là. Hein. Faites-y, bonne soirée. Donc effectivement, donc rappelez-vous, vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux pour que nous soyons plus nombreux à pouvoir apprendre. Parce qu'à chaque fois on apprend un petit truc, non? Même, et puis en plus avec la répétition, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'établir en nous au niveau de la connaissance, et c'est pas plus mal. Donc, recommandez le partage sur vos réseaux. Vous recommandez donc, comme je disais pour les plus passionnés, le cours du dimanche, ou en différé quand vous n'êtes pas disponible, et bien évidemment de vous psychanalyser, qui est un instrument, on va dire, très intéressant, qui nous permet de nous découvrir de cette autre dimension que sans la psychanalyse, nous ne pourrons pas découvrir de nous-mêmes. D'accord? Donc c'est un élément qui est très intéressant. Bonne soirée à tous, Marie-Thérèse, je ne vous avais pas vu. Carlos qui perfectionne son français. Alors, princesse, merci. Donc, bonne soirée à tous. Fabienne, je vous avais pas vu non plus, Fabienne. Merci, au revoir. Latifa, comment on peut s'inscrire pour le cours du dimanche? Donc, Latifa, le cours du dimanche, il y a un lien dans la page de Facebook
Oui, il y a plusieurs fois, je l'ai mis plusieurs fois et vous pouvez cliquer sur le lien pour pouvoir vous inscrire. Daniel, merci à vous. Donc, Néléa, Néléa, elle vient en cours. Bonne soirée à vous. Donc, Tifa, bonne soirée. Donc, on continue, bien évidemment. Psychanalyse pour tous, mardi prochain. Et j'ai déjà mon idée derrière la tête. On va voir si je le mets en pratique. Simona, bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Bon, nous devons nous quitter, mais c'est pour mieux reprendre. On va prendre une semaine de vacances, mais pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons là encore. Sandra, Karima, merci à vous, bonne continuation. Merci d'être si nombreux et si enthousiastes et participatifs. À la prochaine fois, à mardi, et bonne continuation, bonne semaine. Au revoir.